Et on se retrouve pour notre plénière sur la souveraineté énergétique locale. Quel rôle pour les organismes HLM dans ce domaine? Alors on s'est rendu compte que la question de l'énergie était devenue centrale dans notre société. On l'a vu déjà auparavant, mais la guerre en Ukraine nous a rappelé au bon souvenir de ça. Et les conséquences sur les prix de l'énergie se sont fait ressentir. Alors c'est vrai qu'en France, on a été un petit peu épargné grâce à la production centralisée, notamment via le nucléaire. Mais il faut penser peut-être à de la production décentralisée localement qui pourrait nous aider à développer les énergies renouvelables. Et dans ce cadre, peut-être que les territoires et les organismes HLM ont un rôle à jouer. Et c'est ça qu'on va voir un petit peu dans cette table ronde. Et je vais vous présenter nos invités pour discuter un peu de cette question qui est devenue stratégique, question géopolitique et stratégique de société sur l'énergie. Alors, je vous présente Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Enchantée. Nous sommes aussi avec Michel Fréchet, président de la Confédération Générale du Logement, la CGL. Tristan Riom, vous êtes vice-président énergie et climat à Nantes Métropole. Irène Sabaro, vous êtes présidente de Bâtim Club, directrice patrimoine chez Aquitanis. Nicolas Garnier, délégué général d'Amorce, on expliquera exactement ce que c'est. Et Laurence Poirier-Diès, vous êtes directrice générale de GRDF. Donc on a tous les interlocuteurs pour parler à la fois de gaz, d'électricité, de collectivité et d'accompagnement. Et je voudrais qu'on procède en deux temps, en fait. Que déjà, on se projette vraiment dans un avenir qui est lointain, mais pas tant que ça, en 2050, pour voir exactement ce qu'on pourrait imaginer, essayer de vous faire un panorama sur cette vision d'avenir. Et puis après, dans un deuxième temps, on essaiera de voir comment on arrive à ce chemin-là, comment on parcourt ce chemin, quels sont les obstacles, quels sont les enjeux et quels sont les leviers pour y parvenir. Et je vous propose tout de suite de commencer avec vous, Emmanuelle Wargon, non, peut-être vous, Tristan Riom. C'est intéressant d'avoir l'échelle, de se resituer, parce que pour se projeter, c'est toujours compliqué avec l'énergie, il y a plein d'aspects différents. Et c'est vrai que l'exemple d'une ville, d'une métropole, et de voir comment on peut se projeter à cette échelle-là, c'est déjà intéressant de voir ça. Donc je voulais avoir un petit peu votre vécu, parce que vous avez une feuille de route de ce côté-là, vous êtes déjà fixé des objectifs. Donc comment vous dessinez cet avenir sur le plan de l'énergie à l'échelle de votre métropole? Oui, bonjour à tous et à toutes. Vous ne m'entendez pas? Ah, parlez bien fort et le micro comme ça. Allô. Voilà, ça y est, Très bien, on vous entend. ça va mieux. Bonjour à tous et à toutes. La perspective à 2050, comment est-ce que le monde aura changé autour de l'énergie? Je pense que le premier enjeu, c'est qu'on va connaître une accélération et un maintien de ce qu'on a connu depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'on est tous concernés par les questions énergétiques. L'énergie, c'est pas ou c'est plus un sujet de geek dans un bureau quelque part. Non, c'est vraiment ça. Les questions énergétiques infusent toute la société. Et donc la trajectoire qu'on a sur la métropole de Nantes, par exemple, elle est assez proche de ce qu'on peut connaître sur un certain nombre de trajectoires énergétiques comme celle produite par Negawatt, qui est il faut qu'on ait réduit de moitié nos consommations énergétiques entre, en gros, 2013 et 2050. Alors, on réduit de moitié, on a l'impression que c'est juste un chiffre, mais en fait, réduire de moitié nos consommations énergétiques, c'est complètement changer d'horizon, changer d'air, changer de société. C'est-à-dire que notre société, elle est construite sur l'abondance énergétique, et donc déjà, le fait de dire ça, qui est une nécessité, parce que c'est le premier enjeu de la transition énergétique, c'est vraiment comprendre qu'on a un rapport différent à l'énergie. Alors aujourd'hui, quand on parle, par exemple, sobriété, on a beaucoup une approche de dire, voilà, il faut éteindre la veilleuse de la télévision et puis faire attention à la lumière. Mais non, en fait, la sobriété va infuser dans la société comme un vrai nouveau paradigme. Est-ce que sur cette question, on a l'impression en termes de sobriété, on a gagné pas mal, je le rappelais hier, 10%. Finalement, les Français et les Françaises se sont mis là-dedans, aidés aussi par l'augmentation des prix, j'imagine, de l'énergie. Est-ce que c'est quelque chose qui infuse, qui commence à être diffusé dans l'esprit des uns et des autres? En tant que collectivité, vous avez l'impression que ça bouge sur ce changement de paradigme? Non, je pense que c'est une illusion, c'est-à-dire qu'on a connu une crise énergétique majeure et on n'a fait que 10% de consommation énergétique. C'est déjà pas mal quand même. C'est pas mal, mais c'est pas dingue. Je vais faire vraiment, la sobriété est un enjeu structurant. C'est pas chacun chez soi la sobriété. Je vais prendre un exemple. En termes d'aménagement numérique du territoire, vous êtes ici parce que vous avez fait le choix de ne pas être à la conférence de presse que la métropole organise actuellement sur le fait qu'on lance un Internet solidaire, donc pour que les gens aient accès à 3,50 € par mois à Internet dans les logements sociaux. Voilà. Le besoin en numérique, c'est un accès à tous et à toutes. En face de ça,
le gouvernement, il y a 3 ans, fait le choix de lancer à marche forcée la 5G, alors que c'est inutile, c'est un gâchis d'énergie totale, et même le Haut Conseil pour le climat avait dit que c'était un gâchis. Donc, exemple concret de la sobriété. Est-ce qu'on fait le choix de la sobriété ou le choix du gâchis? Donc, et là, c'est un choix structurant. Donc, j'ai pris un exemple numérique qui dérive un petit peu, mais c'est pour dire la sobriété, c'est bien des enjeux d'infrastructure, de choix de société, c'est pas juste les éco-gestes. Et je trouve ça important parce que pour vraiment atteindre cette réduction de moitié, il va falloir qu'on passe un cap énorme sur cette question de la sobriété. Autre exemple, je pense, qui est important aussi, parce que dans votre introduction, vous avez parlé d'énergie. Bon, on a encore une énorme dépendance énergétique, parce que l'énergie, c'est pas que l'électricité. Et je pense que, évidemment, on va parler de gaz aussi. Mais en fait, la principale source énergétique dans ce pays, c'est le pétrole. Et on en consomme à un niveau dingue. Donc, comment est-ce qu'on lutte contre ça? C'est notamment sur la question du transport. Et donc, je pense que quand on travaille avec les bailleurs sociaux à comment avoir des logements sociaux accessibles sans voiture, donc repenser la fabrique de la ville pour en fait construire une société de l'après-voiture, là aussi, on travaille sur le long terme à une politique de sobriété. Donc je pense qu'il faut vraiment se dire que l'énergie, on est à l'amorce de prendre en compte la question énergétique dans nos politiques publiques, et ça va révolutionner complètement la société. Très bien, c'est déjà lancé les ambitions très loin et puis les obstacles quelque part par rapport à la prise en compte de l'ampleur de la tâche. Emmanuelle Wargon, et vous avez été ministre de la transition écologique, si on veut poursuivre sur cet horizon 2050, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Je disais en introduction que les bailleurs sociaux peut-être ont un rôle à jouer à un moment ou à un autre, parce que on imagine peut-être de la production délocalisée, de la production d'énergie sur les bâtiments. Est-ce que c'est des choses qui sont imaginables? Est-ce que c'est faisable? Côté électrique, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans ce champ-là? Bien sûr, c'est faisable et c'est même un objectif. Donc moi, je suis très heureuse d'être ici puisque j'ai été secrétaire d'État à la transition écologique et puis surtout, j'ai été ministre du Logement. Et donc, ça me ramène à une relation avec un secteur que j'ai appris à connaître et à aimer. Globalement, dans l'équation générale, il faut qu'on consomme moins d'énergie, toutes énergies confondues, ça a été dit. Il faut qu'on électrifie au maximum, parce que c'est l'énergie qui émettra le moins de CO2. Et dans toute une période intermédiaire longue, jusqu'à 2050, on va continuer à avoir besoin d'une complémentarité des énergies, donc le plus d'électricité possible d'un côté, et puis la transformation la plus rapide possible du gaz fossile en biogaz, et le recours à d'autres sources type géothermie, réseau de chaleur, etc. Donc on a effectivement une transformation de notre modèle très profonde à faire. Alors pour essayer de répondre un peu à votre question, le monde HLM, les bâtiments et le logement social ont un rôle à jouer, et je pense que le logement social a un rôle à jouer dans 2 grandes dimensions. Parce que la transformation du logement social, elle est écologique et elle est sociale. En tout cas, le logement social, comme son nom l'indique, a des fondamentaux sociaux et ils sont très importants, ils doivent jouer à plein. Le premier enjeu, c'est d'être un participant à la production et ou au développement de sources d'énergie qui sont les moins carbonées possibles. Jonction avec les réseaux de chaleur, pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments des HLM. Aujourd'hui, un accord qui s'appelle Prio-Rénov' a été signé entre l'USH, GRDF, la Caisse des dépôts, Enedis et quelques autres, pour faire un diagnostic, pour voir ce qu'on peut faire bâtiment par bâtiment et est-ce qu'on peut poser notamment des panneaux solaires. Et est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente? Parce que ça, on se dit toujours, bon, bah, c'est une belle idée, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut représenter en termes d'énergie? En fait, est-ce qu'un bâtiment peut devenir il faut faire le chiffrage parce qu'il n'y a pas 2 bâtiments qui sont pareils. Mais en gros, le gisement sur les bâtiments est important. Et de toute façon, on veut multiplier par 4 à 5 le volume d'énergie, d'électricité produit par les panneaux solaires. Donc en fait, tout bâtiment qu'on peut traiter, qu'on peut équiper, c'est une bonne nouvelle. Il faut le faire en même temps qu'on rénove, ou séparément si on n'y arrive pas, mais c'est dans la même logique. Et puis le deuxième axe qui est très important, c'est aider les locataires à être le plus possible acteurs de leur consommation. Alors moi, je crois que chaque geste citoyen compte. Je n'opposerai pas les gestes citoyens au changement de système. Ces gestes citoyens, ils ont lieu soit de façon volontaire pour participer à cette transition, soit de façon subie parce que le prix de l'électricité ou du gaz d'ailleurs est tellement cher qu'on a absolument besoin de réduire la consommation. Les organismes HLM ont un rôle très fort potentiellement à jouer pour accompagner les locataires. Par exemple, à prendre des tarifs qui sont heure pleine, heure creuse en électricité, qui permettent de consommer quand c'est moins cher et consommer à un moment où c'est mieux pour le système électrique. Et changer leurs propres équipements, par exemple. Donc on a tout ce travail
pour faire des citoyens des acteurs de la transition énergétique et écologique, qui est très important. Donc 2 dimensions, équiper et rénover, et accompagner les locataires. Juste une question sur la production d'énergie par les bâtiments, si on visualise ça. Ça peut être aussi une solution pour l'intermittence. Enfin, on parle toujours des énergies renouvelables qui ne sont pas en continu. On peut imaginer, par exemple, dans un immeuble, que l'énergie, la nuit, je m'en sers pour, par exemple, charger ma voiture électrique. Ça permet d'avoir une utilisation en continu de cette énergie qu'on ne peut pas stocker. La production d'énergie dans les bâtiments HLM, ce sera surtout du solaire. Donc le solaire, par définition, ça produit quand il y a du soleil et ça ne produit pas la nuit. En revanche, on a tout un travail qu'on engage avec tous les acteurs sur la manière dont on va piloter la recharge des voitures électriques. Parce que les voitures électriques, si tout le monde les recharge entre 18h et 21h, ça ne va pas être une très bonne nouvelle pour le système électrique. En revanche, si vous branchez votre voiture, qu'elle ne se recharge pas tout de suite, mais qu'elle se recharge en heure creuse, voire que le reste de l'électricité qu'il y a dans votre voiture quand vous arrivez contribue à l'équilibre du système pendant les heures de tension, là, chacun peut participer à l'optimisation du système. Et puis, juste sur la rénovation, quand on rénove, à chaque fois qu'on gagne une ou plusieurs classes, on baisse la consommation d'énergie et donc on baisse les besoins. Donc cette rénovation, elle est indispensable. Vous pouvez poser vos questions, hein, toujours même système depuis le début du congrès, par SMS ou bien sur l'appli. Hein, vous avez le numéro, le 06 44 65 64 06 44 64 65 04. Et sinon, sur votre appli, moi j'ai les questions et au fur et à mesure, je pose. Je voulais rester avec vous, Emmanuel Vargon, parce qu'il y a aussi une question que peuvent faire les bâtiments et les organismes HLM. C'est aussi signer des contrats de fourniture pour s'assurer une stabilité des prix. Expliquez-nous un peu les possibilités là-dessus, parce que évidemment les prix ont beaucoup évolué et l'idée d'avoir une stabilité, ça peut rassurer les locataires. C'est un sujet que j'ai abordé il y a presque un an maintenant avec Emma Kos, au plus fort de la crise, parce que beaucoup de bailleurs, et je pense beaucoup de bailleurs dans cette salle, avaient de très grosses difficultés à signer des contrats de fourniture en électricité et en gaz au moment où les prix étaient extrêmement élevés. Et donc on a travaillé d'abord à faire de la médiation, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des bailleurs sans solution vis-à-vis des fournisseurs, et puis surtout à élaborer ensemble un guide de bonne pratique de comment contractualiser. Parce que les contrats sont compliqués, les appels d'offres sont compliqués, et selon la manière dont on les rédige, on a des réponses ou on n'a pas de réponse. Alors ce guide, on le rend public cet après-midi, on l'a travaillé avec tous les acteurs. Il a porté ses fruits, puisque finalement les contractualisations ont eu lieu, et puis il y a eu des aides complémentaires du gouvernement qui ont limité un peu le poids des factures, même si les coûts ont quand même augmenté. C'est très important aussi, mais c'est vrai pour les bailleurs sociaux comme pour les entreprises, et même les particuliers. Avant, la facture d'électricité ou de gaz, personne ne la regardait, on savait à peine comment elle était fichue, c'était toujours le même prix. Les prix ont beaucoup monté, les factures sont très différentes selon le type de contractualisation, donc il faut regarder, comprendre et essayer d'entamer plutôt un partenariat avec les fournisseurs, avec votre fournisseur, et remettre en concurrence régulièrement. C'est ce travail-là de fond qu'on a engagé avec l'USH. Merci beaucoup. Alors, ça c'était côté électrique. Je voudrais avoir la version 2050 côté gaz. Oui, alors côté gaz aussi, on a besoin des énergies renouvelables. Alors en 2050, mais dès 2030. Dès oui, 2030, on peut se situer dans un avenir plus proche. Il faut, pour les besoins de chauffage, qu'on ait du gaz renouvelable, de la chaleur renouvelable, parce que à horizon 2050, la plupart des scénarios évoquent 50% d'électricité, donc il reste à avoir des énergies renouvelables pour les 50 restants. Alors du côté des gaz verts, on est déjà au rendez-vous avec aujourd'hui finalement plus de 600 sites de méthanisation qui sont en injection dans les réseaux et qui sont à la fin de cette année, qui seront à l'équivalent en gros à 12 TWh de gaz produit, ce qui fait l'équivalent de 3 millions de logements neufs en chauffage, pour se donner un ordre d'idée. Et ça veut dire que cette filière des gaz renouvelables, qui est aujourd'hui essentiellement une filière de méthanisation, elle va se compléter d'autres filières à venir de gaz renouvelables, notamment
en pyrogazéification et gazéification hydrothermale, qui amèneront du coup, avec l'utilisation d'autres types de déchets, à 20% de gaz renouvelable à horizon 2030 et à 100% à horizon 2050, à consommation abaissée, clairement, on l'a évoqué plusieurs fois. La sobriété doit être là. La sobriété et l'efficacité énergétique due aussi à la rénovation des bâtiments. Voilà, donc ça veut dire qu'on a une capacité à produire des gaz renouvelables dans les territoires qui apportent de la valeur, une vraie économie circulaire locale, avec déchets agricoles, biodéchets, bout des stations d'épuration, ce qui donne la capacité dans les territoires à utiliser cette énergie. Il y a déjà des questions qui arrivent, donc c'est intéressant, et notamment sur l'autoconsommation. Est-ce que l'ouverture de la production d'énergie par les bailleurs permettrait d'augmenter l'autoconsommation et donc de réduire le besoin énergétique national? Est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Parce que c'est vrai qu'on se dit finalement, on a des unités de production et de consommation et ça réduit les besoins plus globalement au niveau national. Tristan Réaume, à l'échelle d'une métropole. Oui, je peux apporter une réponse sur ce point. Nous, on a lancé une expérimentation, enfin un projet même sur la métropole de Nantes, donc un projet à Malakoff, où on a installé des panneaux photovoltaïques sur des logements sociaux et on a fait une boucle d'autoconsommation. Alors ça ne réduit pas la consommation globale, puisque là, on n'a pas agi sur la consommation. Néanmoins, il y a plusieurs intérêts. D'abord, ça force tout le monde à s'intéresser à la consommation, etc. Au moment où je consomme, ça permet aussi d'avoir un prix qui est beaucoup plus stable. Parce que du coup, le prix de l'énergie ne dépend pas d'un marché un peu fou qu'on n'arrive pas à suivre, mais ça dépend de combien a coûté l'installation des panneaux photovoltaïques. Donc quand on a lancé le projet il y a 5 ans à peu près, il était censé se rembourser en 20 ans, parce que voilà, le coût d'énergie, l'économie, etc. Après les cours qui se sont envolés, notre projet se rembourse en 1 an et demi, 2 ans. Parce qu'en fait, c'est un prix qui est beaucoup plus stable. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut investiguer. Et je voyais dans les questions aussi pourquoi ne pas confier aux bailleurs la production d'énergie renouvelable avec des objectifs. C'est vraiment ça qu'il faut faire, s'intéresser à la production et à l'autoconsommation. Ça libère un peu les réseaux d'une charge, donc c'est intéressant d'un point de vue technique. Mais aussi, c'est beaucoup plus stable d'un point de vue prix. Et c'est un circuit court de l'énergie qui est essentiel à développer. Alors, on a Nicolas Garnier, vous êtes donc délégué général d'Amorce, qui est un réseau, le premier réseau français d'information, de partage d'expériences et d'accompagnement des collectivités et des acteurs locaux dans ces domaines-là, de la transition énergétique notamment. Comment est-ce que vous voyez, vous, cet horizon 2050 et comment vous pouvez accompagner les collectivités dans ce domaine-là? Qu'est-ce que vous leur conseillez ou comment vous voyez ce qu'elles peuvent obtenir dans le domaine de l'énergie? Pour répondre en un mot, je le vois territorial ou territorialisé. C'est-à-dire qu'on a un monde de l'énergie qui, sur ces 50 dernières années, est passé d'un monde très centralisé, avec des outils de production, des réseaux très centralisés. Et ce qu'a expliqué Tristan, et ce que vous faites vous, la plupart en tout cas, c'est le dialogue qu'on a souvent avec l'USH, c'est la capacité à s'approprier ces sujets énergétiques. Et pour enfoncer une porte ouverte ou pour faire de la palissade, on sait tous qu'une réduction de consommation d'énergie ou une émission de gaz à effet de serre se fera sur un territoire. Se fera chez un acteur territorial. Ça sera un logement, ça sera un bâtiment tertiaire, ça sera une industrie, ça sera une route pour ce qui est de la mobilité. Et donc effectivement, ce qu'on vit actuellement, c'est un changement d'échelle, un changement de braquet dans les collectivités locales. Je pourrais vous parler 3 heures de tout ce que font les collectivités en matière de transition énergétique, que ce soit en matière de rénovation, de sobriété, de développement des énergies renouvelables, électriques, biogaz, chaleur. Mais on a l'impression qu'on rentre dans une phase où il faut qu'elles le fassent toutes et qu'elles le fassent partout. Et c'est ça un peu le challenge des 20 prochaines années, c'est une massification, une généralisation des pratiques. Et c'est là où finalement les collectivités ont des choses à dire. C'est pour ça que la semaine prochaine, nous allons, et c'est pour nous historique, présenter à la ministre le scénario PPE des collectivités locales. Vous savez tout le monde a fait son scénario. Donc la programmation de l'énergie. Hein, voilà, donc le RTE a fait son scénario, l'ADEME a fait son scénario, Négawatt a fait le sien, puis finalement il y a un acteur au milieu qui s'appelle les collectivités qui n'avaient pas réfléchi à ce qu'elles étaient prêtes à assumer et à faire. Donc nous présentons la semaine prochaine ce scénario. Il dit des choses à mi-chemin, j'allais dire, entre l'ADEME et Négawatt, c'est-à-dire en gros il faut probablement réduire. Alors, on a un premier temps de passage à 2035 hein, dans l'exercice. Donc, à ce stade, nous on regarde 2035 parce qu'après, on rentre dans un autre débat sur le nucléaire qui est un petit peu plus complexe. Donc, je reste à 2035 où il y aura grosso modo le nucléaire actuel et de se dire qu'effectivement, il faut probablement baisser la consommation d'énergie de au moins 25 à 30% et il faut faire beaucoup plus d'énergie renouvelable. Je le dis d'ailleurs, je pense que la baisse de la consommation et les énergies renouvelables provoquent la décarbonation, c'est une conséquence, et en même temps assure la maîtrise des factures
ce que ne proposent pas toutes les solutions énergétiques. Je sais qu'actuellement, il y a une tentation au tout électrique. J'ai rien contre l'électricité, mais je pense qu'on ferait une grave erreur si, au lieu de faire une transition énergétique fondée sur la sobriété, l'efficacité, la rénovation et les énergies renouvelables, avec un complément par le nucléaire, on ferait du tout électrique, tout nucléaire. Parce qu'en réalité, on l'a vu ces dernières années, le marché de l'énergie, ça a encore été dit par le président de la République lundi, le marché de l'énergie n'est pas très stable. C'est Manuel Vargon qui le dit mieux que moi d'habitude. Et donc, on ne peut pas garantir aujourd'hui qu'en étant dans le tout électrique, on stabilisera la facture des Français ou la facture des bailleurs sociaux, la facture des collectivités locales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on en parlait encore ce midi, c'est pour que se passe cette transition, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Bon, il manque une loi, mais je ne suis pas là pour faire de la politique, donc il manque une grande loi qui fixe les objectifs. Je dis ça parce qu'il y a débat pour savoir s'il y aura loi ou pas loi. Il manque quand même cette loi, nous on est favorable à cette loi. Ensuite, un deuxième élément, c'est les moyens financiers. Là, je paraphrase Jean Pisani-Ferry, il fixe à peu près à 67 milliards d'euros en plus. Le coût de la transition énergétique, c'est des sommes colossales, mais ramener à ce que coûteraient des investissements colossaux dans des outils de production d'énergie ou dans des réseaux, c'est tout à fait discutable. Donc il faut cet argent. Donc vous avez vu, le gouvernement a déjà déclenché une première impulsion avec 10 milliards de plus. Il faut aller plus loin. Quelque chose de plus important, et je pense que les bailleurs dans la salle me comprendront, on a besoin de visibilité. Quand on décide de se raccorder à un réseau de chaleur, quand on décide de faire une rénovation, on a besoin de stabilité. Or, vous savez tous qu'à chaque fois qu'on fait un calcul de rentabilité, ça dépend du jour où vous la faites, ce calcul. Un jour, vous êtes hyper rentable, le lendemain, vous êtes plus rentable. Entre-temps, le gaz a pris 40%, a chuté de 10%, l'élec, etc. Et donc l'idée, c'est probablement, et on discute actuellement avec le gouvernement, ce que pourrait être une sorte de système d'amortisseur du marché qui ferait que vers le haut, quand ça s'enflamme, et ça fait mal, vous l'avez tous vécu, et nous, les collectivités aussi, c'est capé par une sorte de bouclier ou quelque chose comme ça, et quand ça s'effondre, et où tout d'un coup on rase les murs parce qu'on a fait de la rénovation des énergies renouvelables et on dit mais elles sont plus rentables, c'est capé aussi à l'inverse, ce qui ferait qu'on aura enfin un peu de visibilité dans nos choix, et je pense que des bailleurs sociaux comme des collectivités ont besoin de cette visibilité dans l'effort. Ensuite, quand on rentre un petit peu dans les détails, ce que je voudrais vous dire, c'est que en termes de rénovation en particulier, on a quand même l'impression qu'il est temps de faire un peu l'inventaire de nos outils de financement de la rénovation. On était encore il y a quelques jours avec l'ANA et avec le ministère. MaPrimeRénov' n'est pas complètement satisfaisant dans son bilan, puisque finalement, il a surtout aidé des outils de chauffage plutôt que de faire de la rénovation. Les C2E, c'est un peu pareil. Il a plus aidé... Les certificats d'économie d'énergie. Il a plus aidé à changer d'outils de production d'énergie qu'à faire de la rénovation. C'est moins vrai, mais c'est quand même vrai. Donc, on a quand même besoin de rentrer dans quelque chose qui assure un parcours, c'est-à-dire de s'assurer qu'on n'est pas en train de mettre une pompe à chaleur dans une passoire thermique. Or, aujourd'hui, le modèle le permet presque. Donc là, je crois qu'il y a une convergence de vues actuellement avec le gouvernement pour dire qu'il va falloir conditionner les systèmes d'aide à un parcours cohérent pour pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. Et de ce point de vue-là, désolé, je ne suis pas sûr que la pompe à chaleur RR soit l'avenir de l'humanité. Je veux bien en parler avec Donc il ne faut pas être monomaniaque sur les solutions importantes, voilà. Finalement. Je pense qu'il y a vraiment l'idée d'aller d'abord sur la sobriété, ensuite sur l'efficacité, ensuite sur le renouvelable. La pompe à chaleur peut amener un certain nombre de solutions. Le deuxième élément qu'on doit avoir en tête, c'est que nos concitoyens ne connaissent pas assez leur facture d'énergie. Pourtant, ils viennent de prendre une sacrée claque. Donc on a besoin d'aller vers des compteurs. Alors, il y a eu les compteurs intelligents. Nous, on pense aux compteurs pédagogiques, c'est-à-dire savoir... on a des élus locaux qui ont monté des régies de fourniture d'électricité, un peu dans la logique de circuit court dont parlait Tristan. Et avec la fourniture, vous avez des compteurs qui s'adapte d'ailleurs, je crois, au Gaspard, je suis sûr, au Linky, et qui permet d'avoir quasiment devant sa chaudière ou devant son four... Son tableau de bord, quoi, en quelque sorte. Tableau de bord, c'est-à-dire pour savoir qu'une douche, c'est 1,50 €, un plat de pâtes, c'est 20 centimes, m'a dit le maire de Villefranche-en-Beaujolais l'autre jour. Enfin, des choses qui vont parler aux gens et qui vont les faire évoluer dans leurs habitudes. Pour les rendre acteurs, comme vous disiez, Exactement. c'est-à-dire de pouvoir maîtriser un petit peu mon énergie et ma consommation. Exactement. Ensuite, nous, en tant qu'acteurs locaux, on a besoin de savoir ce qu'est le service public d'efficacité énergétique. Vous savez que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler. Et aujourd'hui, on a l'impression que les Français sont plus impactés par les téléprospecteurs du dimanche, qui leur vendent des solutions miracles de chauffage, que par le service public, voire par le message de l'État. Donc là, il faut vraiment qu'on arrive à trouver une autre manière de conditionner les aides à un parcours qui passe par des informations indépendantes dans lesquelles vous pourriez jouer un rôle très important, plutôt que ces téléprospecteurs et ces publicités sur Internet qui vous vendent des solutions qui sont souvent mauvaises d'ailleurs. Hein. Donc là, il y a quelque chose à inventer sur le SPE. Puis dernier élément, parce que je suis quand même aussi un peu là pour vous parler de chaleur, je rappelle quand même que le premier besoin énergétique de ce pays, c'est de se chauffer, en espérant que ça ne soit jamais de se refroidir, mais ça monte aussi, et qu'effectivement, en matière de chauffage, la question de savoir comment se chauffer est très importante. Aujourd'hui, nous, on assiste à une démultiplication des solutions de chaleur
renouvelables. D'ailleurs, c'est l'occasion de remercier le travail de l'ex-ministre de l'énergie et du logement qui est ici, parce qu'on lui doit une partie du fonds chaleur, en particulier de la relance des réseaux de chaleur il y a 3 ans, dans ce qu'on appelait le GT Vargon, ça ne s'appelle plus comme ça, mais on l'appelle développement de réseaux de chaleur, mais entre nous il s'appelle Vargon, et qui a permis aujourd'hui de démultiplier le nombre de réseaux de chaleur. Nous, ce qu'on croit, c'est que demain ou après-demain, il y aura un service universel de la chaleur renouvelable, parce que finalement, l'une des seules solutions de chauffage renouvelable, décarboné, local, c'est des formes de chaleur. Alors ça peut être des chaufferies de bas d'immeubles. Je sais qu'un certain nombre de bailleurs ont mis en place des chaufferies bois, des pompes à chaleur OO, les bonnes, en place. Et il y a les réseaux de chaleur. Et aujourd'hui, on assiste à une ruée vers les réseaux de chaleur. On a des dizaines de demandes de création de réseaux de chaleur dans toutes les collectivités de 5 à 50 000 habitants. Il y en avait très peu. Toutes les grandes métropoles, Tristan en parlerait mieux que moi, sont en train de déployer les réseaux de chaleur, Nantes, Lyon et les autres. Et je crois qu'il y a un dialogue à créer. J'en profite pour remercier les gens de l'USH, parce que depuis 3-4 ans, le dialogue qu'on a avec l'USH est d'une très très grande richesse. Donc je les remercie d'être ces challengers de qualité ou de nous challenger avec qualité. Et il y a vraiment besoin de créer un dialogue pour voir comment vous vivez ce déploiement des réseaux de chaleur dans vos territoires auprès de vos copropriétés, ou en tout cas de vos logements sociaux. Alors, j'aimerais bien avoir l'avis d'Irène Sabaro, puisque ça fait plusieurs fois qu'on dit que les organismes de HLM, mais juste une question, Nicolas Garnier, qui est amusante finalement. Je l'ai perdu sur comment faire face à la très forte demande en électricité avec un parc vélo, trottinette et voiture qui est exponentiel. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce qu'il faut le mettre en opposition? Est-ce que c'est à mener en parallèle? Puisque alors, comme vous conseillez les collectivités, enfin vous les accompagnez. La Creux, et c'est très important qu'elle le fasse, vient de faire un premier travail sur les bâtiments. Moi j'attends que la Creux nous fasse un travail de fond, pas RTE. RTE est un peu jugé parti, plutôt la Creux qui nous fasse un travail de fond pour savoir si l'accumulation ou l'addition des voitures électriques, des trottinettes et des vélos, c'est pas central, ce qui est mobilité, mais aussi du chauffage électrique, puisque le président de la République dit qu'il faut faire des pompes à chaleur RR, comment tout ça s'additionne du point de vue de la monotone, pour reprendre là, donc les pics. Voilà. Comment on peut organiser, comment le réseau peut assumer ces pics. Parce que vous savez, on a tendance un peu à stigmatiser les énergies renouvelables en disant elles sont intermittentes. Oui, enfin la consommation, elle est méchamment intermittente. Et comment est-ce qu'on va y répondre quand il y aura des pics énormes? Alors c'est vrai qu'on espère pondérer les voitures électriques par les usages des pointes du matin et du soir. Cela dit, moi je n'ai toujours pas le modèle qui fonctionne et qui tourne, qui dit si on électrifie tout, ça passe. Alors, Irène Sabaro, beaucoup de questions. Est-ce que les organismes HLM peuvent porter ce rôle de producteur d'énergie? Il y a plein de questions sur un bailleur. Quand il installe des panneaux solaires sur des bâtiments, est-ce qu'il peut revendre l'électricité produite à ses locataires? Est-ce que la répercussion sur les factures s'en fait ressentir? Voilà, est-ce que c'est imaginable? Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Bon, on va essayer de reprendre les choses dans l'ordre. Donc déjà, les bailleurs sociaux ont bien évidemment un rôle très important à jouer dans la souveraineté énergétique locale. Et ce que nous constatons au sein du Bâtiment Club, c'est que nos adhérents fourmillent d'idées et sont vraiment très proactifs dans ce qu'ils peuvent apporter dans cette transition énergétique. Nous intégrons de nouvelles compétences, que ce soit dans l'achat d'énergie, puisqu'il a bien fallu, dans le cadre de l'achat d'énergie dérégulée, se former là-dessus, et donc acheter, c'est fait partie, je pense, des compétences aussi des bailleurs sociaux. Il a fallu modifier aussi l'approche de notre schéma dans l'évolution de nos patrimoines, de manière à les inscrire dans un schéma bas carbone. Donc bien évidemment, c'est réduire la consommation, c'est utiliser le support bâti comme étant un support capable de recevoir des équipements de production, mais c'est aussi être en capacité de se raccorder ou de produire des énergies renouvelables qui peuvent être soit autoconsommées, soit qui peuvent être reversées à des réseaux collectifs ou à l'échelle des quartiers. À titre d'exemple, je pourrais citer des centrales d'énergie photovoltaïque, des centrales d'énergie thermique. Nous avons aussi développé au sein du Bâtiment, et c'est ce que remontent nos adhérents, des partenariats avec les universités, puisque la recherche-action, c'est vraiment aussi au sein des bailleurs la manière d'être proactif et d'être dans l'anticipation. Je prendrai l'OPH de Colmar qui travaille sur l'hydrogène. Alors, on va pas. Il y a une question notamment sur l'hydrogène. Est-ce que l'utilisation de l'hydrogène, ça peut être un remplacement du gaz? On verra. Ouais. Alors, nous sommes sur des niches avec l'hydrogène. En tout cas, ce que permet le logement social, c'est d'être le creuset de ces expérimentations de manière à faire grandir et à faire évoluer comme ça la perception qu'on a de cette capacité à aborder 2050 de manière sereine.
L'énergie fatale aussi peut être une énergie valorisée en termes de ressources renouvelables. Et ce que je dirais aussi pour rebondir par rapport à vos propos, Nicolas, c'est que le réseau de chaleur, il n'est pas seulement à la main de la collectivité, il peut être aussi à l'initiative de partenariats et de coopération entre bailleurs sociaux. Et je citerai à titre d'exemple Domo France et Aquitanis sur Bordeaux qui ont développé un réseau de chaleur. Donc il y a plusieurs solutions, il n'y en a pas une. La trajectoire et le chemin de 2050, c'est un peu comme Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a plusieurs chemins pour y aller, il suffit juste de prendre une voie qui n'est pas sans issue et de pouvoir faire marche arrière si on s'est planté. En tout cas, 2050, moi je suis convaincue que les bailleurs sociaux auront trouvé les clés pour mettre leur patrimoine dans une trajectoire vertueuse. Les sujets qui vont nous préoccuper, si on commence à se projeter vraiment à long terme, c'est la production d'énergie pour l'eau chaude sanitaire, plus que pour le chauffage, le confort d'été et l'accès pour le bailleur à un prix stable et avoir une visibilité dans le temps pour être dans une logique de la maîtrise des charges pour les locataires. Je finis juste par une question. La question du rafraîchissement ne devient-elle pas la question centrale dans une rénovation énergétique ou seconde vie? C'est ce que vous avez dit, hein. Il y a le confort d'été qu'on voit plus qu'avant, puisque le réchauffement climatique fait qu'on on s'est fait rattraper un peu par le confort d'été qu'on n'avait pas forcément intégré dans nos réhabilitations. Ce qu'on voit, c'est que nos patrimoines des années 50-60 sont des patrimoines qui ont la capacité à se projeter dans le 21e siècle. Pourquoi? Parce qu'ils sont conçus de manière efficace, traversant. Ils ont bien souvent un raccordement à une chaufferie collective, ce qui permet de se projeter dans un mix énergétique. Et la réhabilitation en intégrant le confort d'été, on l'a mis en œuvre récemment sur le Grand Parc à Bordeaux avec Jacques Boucheton. C'est pas si compliqué que ça. Il faut faire confiance au locataire dans sa capacité à vivre son logement, à pouvoir utiliser les courants d'air et le confort, enfin la nuit et pouvoir ventiler. Et c'est certainement pas mettre des volets roulants qui soient complètement obturants et fermés l'été pour être dans l'ombre, mais plutôt des brises-soleil et des capacités à ventiler le logement tout simplement. C'est pas très compliqué, il suffit juste de l'intégrer dès la phase de conception du projet de réhabilitation. Donc tenir compte de l'usager, de l'habitant, du locataire. Je pense qu'il faut vraiment faire confiance à l'usager de son logement, c'est lui qui a la clé de son confort. Il faut juste lui donner les équipements qui correspondent à cette capacité de la gérer. C'est allumé, le micro est allumé, Michel Fréchet, et ça tombe, donc c'est très bien parce que Irène me fait la transition pour aller vers vous et vers le locataire. Il y a beaucoup de questions sur les locataires. Les locataires font de plus en plus attention à leur consommation. Ils sont des experts dans l'usage de l'énergie dans leur logement. Alors si en plus ils ont des tableaux de bord comme Nicolas Garnier le proposait, comment les locataires sont consultés sur les économies d'énergie? J'imagine que c'est une question intéressée parce que s'il y a économie d'énergie, j'ai envie de voir ça sur ma facture. Comment ça se passe côté locataire quand on regarde l'horizon 2030, 2035 ou 2050 selon quelle date d'avenir on se choisit? Je dois vous avouer que du côté du locataire, ça ne se passe pas toujours très bien. Mais je voudrais avant rappeler que 2050, c'est dans une trentaine d'années, que beaucoup de spécialistes de la prévision nous ont sorti dans le passé des rapports qui se sont tous, enfin pas tous, mais une partie de ces rapports n'ont pas du tout été réalisés. Difficile en même temps de prévoir un avenir avec des paramètres qui changent beaucoup quand même. Et surtout, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes entrés dans un monde qui, géopolitiquement, est très incertain. Personne n'aurait prévu avant février 2022 la guerre en Ukraine. Et donc, on ne sait pas comment tout ça va se terminer. Et ça peut se terminer très, très, très mal. Donc, c'est important de faire des prévisions, mais il faut avoir à l'esprit tous ces éléments. Alors, pour en revenir à votre question sur les locataires, il y a quelqu'un qui vous a répondu que les locataires étaient importants. Acteurs étaient acteurs. Alors, derrière ce mot acteur, on met plein de choses. J'ai entendu tout à l'heure Madame Wargon qui nous disait qu'il fallait rendre les locataires acteurs de leurs économies, etc. Oui, on ne peut pas être contre ça, mais je pense que les locataires valent beaucoup mieux que cela. Et nous, ce que nous souhaiterions, et toutes les associations d'usagers qui sont présentes à ce congrès disent à peu près la même chose,
les locataires, ce ne sont pas des gens qui sont sous-éduqués, ce sont des gens qui ont des capacités de concevoir des projets. Et la critique que l'on porte souvent aux bailleurs, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment mis en avant, suffisamment consultés, suffisamment associés aux décisions. D'où cette idée d'associer les locataires, je dis bien d'associer les locataires, au départ, enfin, je veux dire, à toutes les étapes d'un projet, c'est-à-dire de la conception intellectuelle jusqu'au moment, dans la construction par exemple, ou même dans la réhabilitation, jusqu'au moment où le bâtiment sort de terre. Alors évidemment, la question à laquelle on se heurte, c'est celle de la connaissance, parce qu'on touche là à des sujets aussi différents que les questions de construction, que les questions de conception d'un immeuble, que les questions de législation. Et donc, d'où la question de former ces locataires. Il existe, et notre organisation en a profité, mais les 4 autres organisations qui sont présentes à ce congrès en ont également profité, d'où la question de la formation. Et il existe actuellement, alors je la cite en exemple parce qu'en plus elle est présente à ce congrès, il existe une école qui s'appelle l'école du renouvellement urbain, qui au cours des dernières années a formé, me disait le directeur de cette école, a formé plus de 1200 locataires qui ont défilé dans son école en semaine. Je lui ai dit, il faudrait peut-être penser aux retraités, enfin aux retraités, aux gens qui travaillent, parce que sinon, si c'est la semaine, c'est uniquement des retraités. Ils ont du mal à s'y rendre. Donc, il me dit, effectivement, on y réfléchit, on a tenté quelques expériences, mais il serait intéressant de former aussi les locataires pour qu'ils puissent ensuite être des acteurs décideurs, enfin, ou co-décideurs avec les bailleurs. Et pour cela, je pense qu'il faudrait modifier la législation actuelle et de façon à ce qu'il y ait une obligation de faire. Parce que la législation actuelle n'est pas suffisamment contraignante pour qu'on associe à toutes les étapes d'un projet les locataires. Est-ce que vous pouvez donner un exemple? En fait, c'est devenir un expert, quoi. Je suis un expert, je suis locataire, je suis un expert de l'usage qu'on peut me proposer, je vais dire si c'est pratique ou pas. Est-ce que vous avez un exemple concret, justement, d'un avis de locataire qui va être très déterminant parce qu'on imaginait une solution et patatras, c'est complètement à côté de la pratique habituelle des locataires? Écoutez, je vais vous donner un exemple qui va me rajeunir de plusieurs décennies. Allons-y. Je visitais il y a très longtemps un patrimoine qui était sorti de terre depuis 3-4 ans. Et il y avait sur ce patrimoine, vous savez, ces petites choses qu'on tourne, qui sont sur le mur et qu'on tourne pour régler la température, etc. Et le directeur de ce patrimoine qui était là me montrait cet appareil. Je lui dis, mais ça sert à quoi? Expliquez-moi comment ça fonctionne. Il me dit, de toute façon, on ne s'en sert plus. On ne s'en sert plus parce que les locataires ne savaient pas comment ça fonctionnait, ou alors ça fonctionnait mal dans un sens ou mal dans un autre. Donc, on a tout arrêté. Voyez-vous, j'ai même en exemple, je ne devrais peut-être pas les citer, mais je vais quand même le dire, des bailleurs qui, pour répondre à certaines législations, construisent sur le toit de leurs immeubles des panneaux solaires qui ne sont jamais branchés. J'ai des exemples très concrets. Ils ne sont pas branchés et donc ils ont satisfait la loi. Mais ensuite, personne ne vérifie. Donc, comme ça semble poser quelques problèmes pour vérifier que ça fonctionne bien, ils ont résolu le problème. Ils ont arrêté, ils ont coupé l'alimentation. Donc, voyez-vous, et je pense que si on en est arrivé là, c'est parce que les locataires n'ont pas été intéressés dès le départ au projet, et puis ils n'ont pas vu sur leur quittance le résultat de leur intérêt. J'ai entendu aussi tout à l'heure dire ah bah oui, les locataires, ils ont pris conscience, ils ont réduit leur production. Ne plaisantons pas. S'ils ont réduit leur production, c'est parce que les prix ont augmenté qu'ils ont été obligés de la réduire. Ils ne l'ont pas fait comme ça parce qu'ils avaient découvert que l'écologie, c'était le meilleur des mondes. Donc, soyons réalistes, restons sur Terre et ne
ne bâtissons pas trop de plans sur la comète qui nous D'usine à gaz, amèneraient c'est nulle l'occasion. part. Il y a une question là-dessus. La pose des compteurs calorifiques, par exemple, sur les radiateurs apporte avant tout des charges aux locataires sans réellement démontrer une baisse de la consommation. Irène, pour vous défendre, par rapport quand même à ça, pas vous défendre, mais en tout cas voir, c'est la difficulté d'intégrer les usages, enfin la pratique, et puis en même temps ces enjeux qui sont nouveaux, forcément, enfin en tout cas nouveaux, en tout cas mieux pris en compte à l'heure actuelle, parce que la transition écologique, c'est pas nouveau, cet enjeu, mais pas facile pour les bailleurs de se lancer dans tout ça en même temps. Je pense que si on prend un peu de hauteur et qu'on envisage 2050 de manière réaliste, on est tout à fait capable de s'inscrire dans un plan de sobriété, une planification à 2050. Mais je pense que le législateur aurait certainement mieux à faire, en tout cas, que de pondre régulièrement des réglementations du style mettre des compteurs d'énergie individuels. Ce n'est pas à la hauteur et ce n'est pas à l'échelle, je pense, de l'ambition qu'on a apportée collectivement. Je pense qu'on est tout à fait capable collectivement de trouver, et chacun à sa place, des solutions, à les mettre en œuvre de manière collective. Mais laissez-nous assimiler, porter notre planification sans nous perturber régulièrement avec des réglementations qui, je le pense sincèrement, ne sont pas du tout à la hauteur de l'ambition visée 2050. Alors justement, là, je voudrais qu'on aborde, là on a abordé le panorama 2030, 2035 ou 2050, et maintenant comment on fait pour y arriver? Quels sont les obstacles? On a commencé à en parler, hein, les freins, mais aussi quels peuvent être les facteurs clés de réussite. Et je reviens vers vous, Tristan Riom, à l'échelle de la métropole. Qu'est-ce que tout ce que vous avez fait vous a enseigné sur les difficultés, les choses qu'il faut traverser, les solutions peut-être que vous avez trouvées? Comment ça se passe? Ne serait-ce que toute la filière rénovation, est-ce qu'on a toutes les personnes qu'il faut, tous les artisans? Enfin, ça demande un grand mouvement de passer sur ces enjeux-là. Oui. Alors votre question est assez large parce que le débat de l'énergie en France, ça ne se règle pas en... À l'échelle d'une métropole, et concrètement, quand on se lance là-dedans, qu'est-ce qu'il y a comme obstacles principaux ou quels sont les points de vigilance que vous avez vus pour éviter des écueils? J'introduis parce que si jamais il y a des fans de l'énergie dans la salle, ils vont se dire « il n'a pas répondu à mon sujet ». Bon, donc je vais prendre 3 sujets importants. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'incertitude. Face à l'incertitude, il faut qu'on reprenne la maîtrise des questions énergétiques. Et donc, un sujet qu'on porte beaucoup à la métropole de Nantes et qui, je pense, il faut qu'on généralise partout dans le pays, c'est qu'on doit recréer un service public de l'énergie local. C'est-à-dire là où avant, on avait un service public national de l'énergie qui réglait en fait les questions nationales, c'est-à-dire avant, c'était simple, l'énergie. On produisait sur quelques sites ciblés des sites nucléaires. On venait importer du gaz et du pétrole à partir de quelques sites, et puis c'était plié. Après, il fallait distribuer. Maintenant, on a des milliers de sites de production, des dizaines de milliers de sites de production, et ça nous concerne beaucoup, nous, acteurs locaux. Alors, moi, je parle pour la métropole, mais même vous, bailleurs, puisque vous avez des toits à disposition. Donc, on doit recréer un service public de l'énergie locale qui nous permette de dialoguer, d'investir et de réguler, du coup, de suivre des scénarios locaux de transition énergétique. Moi, je me méfie toujours des grandes expressions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, un service public de l'énergie locale? Comment ça fonctionne? Avec qui ça marche? Parce qu'on revient dans les services publics de l'efficacité énergétique ou quoi, où il faut concrètement savoir ce que ça représente. Alors, je pose une intention politique parce que c'est important qu'on se dise où est-ce qu'on met l'ambition. Ensuite, de manière opérationnelle, ça veut dire qu'il nous faut des structures pour investir dans la production énergétique, il nous faut des structures pour porter des projets d'autoconsommation collective, il nous faut des espaces de dialogue. Je voyais une question dans le chat, est-ce que l'hydrogène va remplacer le gaz? Ça, c'est un bon sujet qu'il faut qu'on discute ensemble. Moi, je vous dis tout de suite, l'écologie, c'est pas hydrogène plus nucléaire, on a réglé le problème. Mais, donc vraiment, c'est pas ça. Mais par contre, en effet, il faut qu'on dialogue ensemble. Donc un espace de dialogue pour... un espace de dialogue où on peut discuter les questions stratégiques autour de l'énergie au niveau local, parce qu'il va falloir qu'on reconstruise des filières au niveau local. Et puis, donc voilà, donc je pense que ça, c'est l'élément central, c'est reprendre la maîtrise sur des projets très concrets et aussi sur des perspectives territoriales de restructurer une filière énergétique. Il ne faut pas que la décentralisation de l'énergie passe par une privatisation massive des productions énergétiques. Ça, c'est important, il faut garder une maîtrise collective des outils de production énergétique. Deuxième enjeu qui est important, c'est évidemment la rénovation thermique. Alors beaucoup de choses ont été dites. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est de se dire que la rénovation thermique, ce n'est pas un petit gadget
de la transition énergétique, c'est au centre. C'est un enjeu stratégique, géopolitique même, ça a été dit. Si on veut baisser la consommation de gaz importé, évidemment, c'est la rénovation qui va permettre de le faire. Nous, à Nantes, on a déployé un ensemble de solutions. On va accompagner à la rénovation sur des projets alors de qualité. Changer la pompe à chaleur, ce n'est pas un projet de rénovation, mais voilà, accompagner sur des projets de qualité et s'intéresser de plus en plus aux filières. C'est-à-dire que c'est très bien que moi, en tant que métropole, je vienne accompagner à un audit énergétique, mais si derrière, il n'y a pas les entreprises pour faire, ou alors qu'elles font n'importe quoi parce qu'elles n'intègrent pas le biosourcé, par exemple, ça ne sert à rien. Donc, on a lancé en Pays de la Loire, avec l'USH, un travail sur Energy Sprong, qui est une manière de généraliser et d'aller plus vite sur la rénovation. Et là, on a plein de pistes de travail, mais vraiment, je pense que l'avenir est fait de voir la rénovation énergétique comme une filière de transformation profonde, presque au même niveau de ce qu'on fait aujourd'hui sur le nucléaire. On dit qu'il faut des formations, etc. Bon, moi, je suis contre le nucléaire, donc évidemment, c'est pas mon truc. Mais il n'empêche qu'il faut qu'on fasse pareil sur la rénovation énergétique. J'ai un dernier enjeu, mais je vous laisse. Il y a une question justement là-dessus sur les filières. On demande, est-ce qu'on a par exemple en Ile-de-France ou dans le nord de la France des prestataires compétents pour entretenir les panneaux solaires? C'est dans le même esprit, c'est-à-dire est-ce qu'on a les filières et les compétences qu'il faut pour ces nouveaux modes de production? C'est un peu le même esprit, quoi. Alors, je ne peux pas répondre pour l'Île-de-France et pour le Nord, mais oui, enfin, évidemment, ça se structure clairement au niveau local sur les panneaux photovoltaïques. Vous, de votre côté, vous Après, avez nous, en tant que collectivité, et je pense que les organismes qui sont dans la salle sont attentifs à ça, il faut bien faire les choses. C'est-à-dire sur la rénovation thermique, on voit déjà des choses partir où en fait, ils viennent pour tirer les aides, mais pas pour faire de la rénovation de qualité. Donc, je pense que nous, il faut qu'on soit attentifs à garder en tête l'objectif qui est de transformer le système énergétique. Le dernier enjeu dont je voulais parler, c'est la question sociale liée avec les réseaux de chaleur. Il faut savoir qu'en France, en moyenne, les charges énergétiques, ça représente 350 € par mois et par foyer. C'est énorme, hein. Donc c'est l'ensemble, transport, chauffage, etc. Et ces 350 € ne changent pas en fonction du revenu des gens. C'est-à-dire que c'est à peu près stable pour les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Donc quand on fait plus 10% sur le prix de l'énergie, c'est 35 € en plus par foyer, sauf que si vous gagnez 1 500 € par mois, c'est pas du tout pareil que si vous gagnez 5 000. Donc il faut vraiment qu'on ait en tête cette question sociale autour des questions énergétiques. Et c'est pour ça que nous, à Nantes Métropole, on a mis le paquet sur les réseaux de chaleur, parce que sur le long terme, les réseaux de chaleur, on a réussi à montrer que c'était une énergie écologique, et une énergie surtout économique hyper stable. Donc je pense qu'il faut vraiment s'intéresser au réseau de chaleur, c'est le vecteur de l'avenir, c'est le vecteur écologique par excellence, et donc c'est quelque chose qu'on continue à développer. Un élément, c'est quand même, on remplit nos objectifs, alors autant le dire, on visait à 2026 à avoir un tiers de nos logements sociaux à Nantes Métropole raccordés au réseau de chaleur, on l'a déjà atteint en 2022. Pourquoi? Parce que tout le monde a compris que c'était super intéressant de se raccorder au réseau de chaleur et c'est une demande énorme aujourd'hui. Donc clairement, il faut qu'on conjugue ces questions très théoriques et un peu planantes énergétiques avec du très concret. Et autour, je suis tout à fait d'accord avec le plaidoyer de monsieur sur les questions démocratiques autour de l'énergie. Sur les réseaux de chaleur, par exemple, moi, chaque réseau de chaleur, je rencontre les usagers une fois par an par réseau. Alors c'est un peu long, ça fait plein de réunions, mais au moins on est là pour discuter de la facture, discuter de l'évolution, se faire engueuler quand ça ne va pas, écouter les problématiques, ajuster. Et ça c'est important parce que on ne peut pas juste subir les questions énergétiques, il faut qu'on en reprenne la maîtrise. Alors, sur toutes ces questions, Nicolas Garnier, est-ce que vous avez des conseils ou comment vous abordez ces questions-là avec les collectivités? On voit qu'il y a plein d'enjeux différents, on parlait de filières, on parle de services publics de l'énergie au niveau local. Comment vous les conseillez là-dessus? Donc moi j'ai une cinquantaine de personnes autour de moi dont le métier au quotidien est d'aider les élus locaux à monter ces projets, des projets de sobriété. Mettez bien le micro sur votre manteau. Des projets de sobriété, des projets de rénovation, des projets de développement d'énergie renouvelable. Si je voulais rebondir sur ce qui a été dit, puis je crois par le représentant de la Confédération du logement, moi, ce que je trouve intéressant dans la séquence, c'est que finalement, autrefois on opposait écologie et économie. Aujourd'hui, les raisons de la sobriété, vous avez raison, c'est d'abord des raisons économiques, ça tombe bien, en plus c'est bon pour la planète. Et finalement, on a un alignement de planète qui est quand même assez intéressant. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que les élus locaux, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ils étaient interpellés pour faire des écoles ou pour faire des places de parking. Aujourd'hui, ils sont interpellés pour régler des factures d'énergie. Il y a des collectivités locales qui utilisent près de 20% de leur CCAS à payer des factures. Donc aujourd'hui, c'est presque un impératif pour un élu local de créer cette stratégie énergétique locale. La difficulté qu'elles ont, la première, elle est financière. J'allais dire non. La première, pour être très honnête, c'est qu'il faut encore être courageux pour un élu pour dire je vais être acteur là où je n'ai pas un service public obligatoire.
Parce que je rappelle, autant la salubrité publique, c'est obligatoire. L'élu n'a pas le choix, il doit le faire. Tandis que là, finalement, produire ou ne pas produire, il n'a pas d'obligation. Rénover ou pas rénover, il n'a pas d'obligation. Mais on rentre dans une séquence où il sent, moralement à ce stade, ce n'est pas le code des collectivités, qu'il est obligé d'intervenir parce qu'il est sursollicité par ses acteurs locaux. Donc premièrement, il faut oser dire, par exemple un réseau de chaleur, il y a 20 ans, on nous disait, il n'y a pas besoin, il y a EDF et GDF. Pourquoi s'embêter à faire un réseau de chaleur? Aujourd'hui, ils nous demandent de créer ces réseaux de chaleur. Donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer. Sur la rénovation, c'est pareil. Fondamentalement, il y a des grands organes nationaux, il y a l'ANA, il y a des aides nationales. Là, on les voit tout d'un coup compléter les aides de l'ANA, compléter les aides des C2E, etc. Donc on sent quand même une vraie participation. L'une des difficultés, on ne va pas se mentir, elle est financière. Donc c'est d'ailleurs pour ça que nous, on défend l'idée que les investissements des collectivités dans la transition énergétique, et j'allais même dire, puisque ma casquette est plus large, dans la transition écologique, ne devraient pas être traités de la même manière en termes de dette des collectivités locales. C'est quand même pas pareil d'investir pour faire un rond-point et d'investir pour rénover. Donc de différencier ces investissements. De différencier la dette des collectivités locales. D'avoir un petit label transition écologique. Au passage, c'est pas parce qu'on est vert, c'est parce que cette dette crée une économie. Bien sûr, alors que le rond-point, il ne crée pas d'économie. Pour faire simple, je caricature, mais vous avez compris le propos. Donc on a vraiment besoin de ça. Et après, il y a un deuxième élément, c'est, tout à l'heure j'ai dit, toute consommation d'énergie a lieu sur un territoire, toute émission de gaz à effet de serre sur un territoire, mais vous avez remarqué que par exemple, la fiscalité énergétique, elle est nationale. Or, le carbone, il est émis localement. Donc c'est vrai que ça fait maintenant 7 ou 8 ans qu'avec la totalité des associations de collectivités, on dit qu'il faut qu'une partie de la fiscalité énergétique et de la fiscalité carbone française revienne aux collectivités locales, en particulier pour mettre en œuvre les plans climat. Donc on a une question financière. Et puis ensuite, il y a quand même aussi une question, j'allais dire, de partage avec les acteurs qui est importante. Je voudrais revenir sur le dialogue que vous me proposez avec l'USH. Il y a 2-3 mots que je n'ai pas utilisés, mais... j'espère que quand vous construisez des nouveaux immeubles, vous pensez à l'emplacement de la boucle d'eau chaude. Je crois que maintenant vous le faites tous. C'est-à-dire que pendant quelques années, il y avait des immeubles dans lesquels il n'était pas prévu l'emplacement du tuyau qui pouvait distribuer de l'eau chaude. Du coup, ces immeubles aujourd'hui, ils sont pieds mains liés avec l'électricité ou le gaz. Aujourd'hui, je vous rappelle, le gaz est renouvelable. Je sais, on partage ça, on aimerait que ce soit plus, mais à 1%, j'ai le droit de dire 1 plus, je vais me faire corriger, mais elle va dire quand même. Aujourd'hui, 3. 3%. Donc ils sont à 3% et l'électricité est à 20, entre 20 et 22. Donc le réseau de chaleur, il est à 70% renouvelable. Pendant la crise énergétique, le gaz et l'électricité ont fait x4, x5. Le réseau de chaleur a fait 20%, parce qu'on a eu un bouclier tarifaire aussi pour le gaz d'ailleurs, puisqu'heureusement on a de l'appoint gaz, et je le dis, on a besoin du gaz pour faire les appoints de réseau de chaleur, c'est un complément important. Donc on a vraiment aujourd'hui un peu un alignement de planètes pour que tout le monde s'empare, tous les élus locaux s'emparent de ces sujets-là, et effectivement créer le service public de l'énergie, de sobriété, d'efficacité, de production d'énergie. Et ce qui est intéressant dans ce que disait Tristan, c'est qu'on voit aussi un concept un peu nouveau. Il y a quelques mois, on a fait une rencontre ici, non pas ici, c'était justement dans la Cité des Congrès, comme ça, sur ce qu'on appelle les circuits courts de l'énergie. Alors rassurez-vous, on n'est pas en train de créer des AMAP, mais il se passe quelque chose actuellement qui se joue un peu comme ça. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi je ne produirai pas une partie de ce que je consomme, pourquoi je ne consommerai pas une partie de ce qui est produit dans l'immeuble d'à côté, pourquoi le quartier ne produirait pas ensemble et vendrait son surplus au quartier d'à côté, pourquoi Nantes ne vendrait pas un peu d'énergie à Angers ou Angers à Nantes, et quelque chose. Alors on n'est pas dans une espèce de localisme bête et méchant et une espèce de Tarsi, hein, c'est pas le village gaulois, mais cette manière d'aborder l'énergie au-delà de la question de l'autosuffisance qui est un peu virtuelle, c'est quand même vraiment quelque chose de l'appropriation. Et je voulais terminer par un message, il y a beaucoup de débats sur les énergies renouvelables actuellement. Et d'ailleurs un discours un peu sceptique du genre, est-ce qu'on va y arriver, ça marche pas, les gens veulent pas d'une éolienne, les gens veulent pas. En fait, ce qu'il faut, c'est cette massification, elle crée la banalisation. Je veux dire, plus personne n'est ému par un poteau de transport d'électricité. Il y en a quand même un peu partout. On n'a pas que des beaux immeubles, même à Nantes qui est une très belle ville. Bon, ça fait partie du paysage urbain. Ce qu'on n'a pas encore fait, c'est d'avoir dans toutes les collectivités 10, 15, 20% d'ENR, un méthaniseur, du solaire thermique, du solaire photovoltaïque, un réseau de chaleur au bois, etc. Et c'est ça qu'on appelle de nos voeux. Donc pour revenir à votre première question, 2050, c'est un monde dans lequel chaque commune, même la plus petite, a une unité de production d'énergie renouvelable, pas autosuffisante, mais à développer selon ses moyens, sur son école ou sur des plus grandes collectivités, un panel. Nous, on pense qu'à faire moins de 10% aujourd'hui dans une collectivité, 10% de sa consommation,
c'est plus défendable. Donc il faut faire au moins 10, et je vous rappelle que l'objectif national, c'est 40. Peut-être même 45 dans la future PPE, faire moins de 10. Donc nous, on interpelle les élus, en particulier avec les fameuses zones d'accélération NR, pour leur dire, montrez-moi que vous savez faire 10. Voilà, et c'est l'enjeu. Alors justement, pour que ça ne reste pas virtuel, je vais me tourner vers vous, Emmanuel et Laurence, sur la faisabilité. On parle de circuit court de l'énergie, on a parlé de service public local de l'énergie, vous parlez des AMAP de l'énergie, si je raccourcis. Est-ce que ça peut être une réalité? Comment on peut avancer progressivement, avec votre regard d'ancienne ministre du Logement aussi, parce qu'on a l'impression quand même que c'est compliqué, ça veut dire gérer énormément d'aspects. Vous vous rendez peut-être pas compte parce que vous êtes tous experts sur le sujet, mais il y a beaucoup de sujets à prendre en compte. C'est quoi les premiers pas et c'est quoi les obstacles principaux qu'on peut rencontrer? Moi, je pense qu'au fur et à mesure de ce débat, on est en fait en train d'opposer des choses qui ne sont pas du tout sur le même plan. Donc, je voudrais peut-être revenir à un ou deux points. Il n'y a pas d'opposition entre plus d'électricité et plus d'autres sources de renouvelables. Et d'ailleurs, dans l'électricité, il y a du renouvelable. Ça veut dire qu'il faut un Quand mix. on regarde les besoins en énergie à 2050, il faut qu'on réduise globalement notre consommation d'énergie, tout type d'énergie confondue, à commencer par le carburant. Et ce qui reste doit être renouvelable, en tout cas décarboné. Et donc, dans ce qui reste, il faut du nucléaire, de l'électricité renouvelable, du gaz renouvelable et toutes les autres sources renouvelables type géothermie. Et pour l'hydrogène, je le dis, peut-être qu'on aura le temps d'y revenir, c'est un vecteur. C'est-à-dire que pour que l'hydrogène soit vert, il faut qu'il ait été produit. Et pour qu'il soit vert, il faut qu'il ait été produit par de l'électricité décarbonée. Donc à un moment, il faut qu'il ait été produit par une source d'énergie. Donc il n'est pas sur le même plan. Donc quand j'entends Nicolas Garnier dire qu'il ne faut pas faire du tout électrification, ce n'est pas le sujet. Il faut plus d'électricité et plus de tout le reste décarboné. Donc il n'y a pas d'opposition en réalité. Et c'est un peu pareil pour le local national. J'entends qu'on est dans un débat sur le sujet avec les collectivités locales. Et les collectivités comme les bailleurs, je pense que vous avez un rôle très important. Parce que c'est un sujet d'appropriation collective. C'est un sujet qui doit appartenir à tout le monde. Et sûrement pas qu'à des décideurs parisiens et sûrement pas dans un système vertical. Mais on a aussi de la solidarité et on en a besoin. Ce n'est pas possible que chacun devienne autosuffisant à l'échelle d'un territoire. On a une très grande solidarité sur les réseaux, puisqu'on paye tous le même prix d'utilisation des réseaux, alors même que ce n'est pas le même prix coûtant. Et là, on ne parle que de métropole. Mais si on parlait des Outre-mer, on est évidemment dans une solidarité complète avec les Outre-mer, parce que les prix ne sont pas les mêmes. Donc, ce n'est pas non plus la peine d'opposer le national et le local, parce qu'en fait, si on s'oppose, on ne va pas y arriver. On a besoin de développer tous les sites de production possibles. Et les sites de production, ils sont bien quelque part. Ils sont chez des élus, ils sont à proximité de riverains. Et donc, ça nécessite effectivement que ça devienne des projets locaux. Et plus ces projets sont portés par les habitants, par les citoyens, qu'ils soient locataires ou pas locataires d'ailleurs, mieux ça se passe. Parce que ça devient leur projet. Plus ces projets sont imposés par des développeurs qui arrivent, parfois comme des cow-boys, et qui repartent aussi vite qu'ils sont arrivés, moins ça va se passer. Donc l'appropriation par les élus, la planification, la vision locale, comment est-ce que ça a du sens par rapport à mon territoire, la méthanisation, est-ce que je préfère qu'elle soit agricole ou à partir de stations d'épuration, l'électricité, quelle est la tradition, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on a du soleil, est-ce qu'on n'en a pas, est-ce qu'on a des grands bâtiments, est-ce qu'on n'en a pas. Oui, cette production, il faut s'en emparer localement. Et quand on s'en empare localement, on est à la fois producteur et consommateur, et donc on voit la facture. Donc c'est pour ça que l'autoconsommation est aussi très importante, individuelle et collective. Mais même quand vous avez des panneaux solaires sur un bâtiment, eh bien, en général, ils produisent massivement à une heure où vous ne consommez pas beaucoup. Donc à ce moment-là, vous pouvez avoir besoin de vendre au système. Et vous êtes content que le système vous rachète cette électricité. Et inversement, la nuit, par définition, votre panneau solaire, il ne va pas vous alimenter. Donc vous avez besoin d'acheter de l'électricité dans la solidarité nationale. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à conjuguer. Donc en fait, je voudrais juste me méfier des fausses oppositions locales ou nationales. C'est un peu, et je reprends la balle au bon parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, sur la rénovation entre global ou par geste. Ça aussi, c'est une fausse opposition. Dans le logement social, évidemment qu'il faut tout rénover globalement. On rénove le bâtiment entier, il y a un seul propriétaire, c'est le bailleur. Quand le bailleur se lance pour faire des travaux, il faut qu'il fasse les travaux jusqu'au bout. Il faut concevoir ces travaux avec les locataires, parce que bien sûr, si on fait les travaux pour les locataires, sans les locataires, ça ne va pas marcher. Il faut que ce soit fait avec les occupants qui vous disent comment ça va fonctionner, c'est quoi l'usage.
Quand vous êtes chez un particulier et que sa chaudière tombe en rade, et ben, au moment où il faut qu'il change sa chaudière, c'est intéressant qu'il choisisse une solution qui est la plus écologique possible, sans rentrer dans le débat de savoir si ça doit être une pompe à chaleur, RR, RO ou autre chose. Et dire c'est de la rénovation globale dans laquelle vous faites 50 000 € de travaux et plusieurs mois ou rien, de mon point de vue, ça consiste à dire rien. Donc, il ne faut pas opposer les systèmes. Donc voilà, après, on peut se dire qu'il faut qu'on arrive à trouver la bonne pondération entre chacun des systèmes. Mais c'est travailler tous ensemble, accepter de travailler à tous les niveaux ensemble et accepter un panel de solutions. Une petite réponse, puis j'aurai une question sur les mécanismes de vente, mais Nicolas Garnier voulait... On s'était promis, on s'était dit on fait la séance de 14 h, donc il faut qu'on les réveille, donc on va le faire. Alors donc la battle était... Non, d'une part, juste parce que je me sens un peu interpellé par Emmanuel Vargon, donc sur la question nationale, locale, je ne crois pas que ce soit ce que j'ai dit, c'est-à-dire j'ai insisté sur la mobilisation. On passe d'un monde où le consommateur ou les territoires étaient passifs à un monde où ils sont actifs avec le national, je crois que là-dessus on est d'accord. Sur la deuxième partie, effectivement, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que non, nous on trouve qu'aujourd'hui, qu'il y a un débat, il y a une sorte de nivellement. La décarbonation, c'est bon dans tous les cas. Le nucléaire vaut la rénov, vaut la PAC, vaut la chaufferie bois. Non, là où on n'est pas d'accord, où je n'ai pas bien compris, mais c'est peut-être possible. Non, par exemple, vous avez cité le nucléaire avant la sobriété des énergies renouvelables. Le président de la République a cité ouais, le président de la République lundi n'a cité que les pompes à chaleur sans citer la sobriété et l'efficacité. Nous, on redit depuis plusieurs jours. La première chose, c'est la sobriété, la deuxième, c'est l'efficacité, la troisième, c'est les énergies renouvelables, et la quatrième, c'est le nucléaire décarboné. Et on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité des solutions qui engagent sur 40 ans avec des investissements importants, etc., et sans faire le procès du nucléaire, je n'ai pas à faire ce procès-là, et une chaufferie bois. Et donc à la question, est-ce qu'une pompe à chaleur RR, COP3, qui est en plein milieu de l'hiver, quand il fait zéro, j'allais dire la qualité d'un radiateur, et une chaufferie bois, c'est la même chose? Non. Et donc pour nous, il faut arrêter aussi une forme de nivellement. Les acteurs qui sont dans la salle ont besoin d'hiérarchiser, ont besoin de faire des choix d'économie. Si demain l'État décide de mettre 10 milliards sur la pompe à chaleur, c'est 10 milliards qu'on ne mettra pas sur la rénovation ou sur une chaufferie bois. Je trouverais ça regrettable. Donc là, peut-être, ou alors je n'ai pas compris, mais non, il n'y a pas de nivellement. Il y a bien une hiérarchie des actions à mettre en œuvre, y compris du point de vue de l'utilisation de l'argent public. On va peut-être pas réussir à vous mettre d'accord, mais parce qu'il y a beaucoup d'aspects à voir, et c'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans la guéguerre de savoir justement s'il y a des choix et des hiérarchies à faire. J'imagine que c'est à pondérer, c'est aussi le reflet de, pas du manque de connaissances, mais du manque d'expérience qu'on a sur cette transition écologique qu'on a à faire. Mais je pense que ça va être un peu vain de vouloir essayer de vous mettre d'accord là-dessus. Je pense que au niveau local, au niveau central, au niveau des différents choix, il va falloir pondérer et voir ça. Ouais, je pense que peut-être une partie de notre différend, puis je vais arrêter de monopoliser la parole, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y a un panel de solutions. Moi, je dis juste qu'en fait, ces solutions, elles sont très variables selon les endroits. Sans rentrer dans le détail de savoir à quel moment il faut utiliser telle technique. Peut-être que d'un endroit à l'autre, d'un territoire à l'autre, en réalité, c'est pas univoque. Donc, il faut faire tout un tas de choses à la fois de la sobriété et du changement de mix énergétique. Et dans le changement de mix énergétique, tout un tas de choses à la fois. Après, on peut discuter de hiérarchisation, je pense que ça nous amènerait trop loin. On ne va peut-être pas aller jusque-là, mais il n'y a pas la grande solution avec un S Ça, on a compris que ça serait bien plus facile hein, s'il y avait la grande solution qui nous aidait à faire un bond en avant dans la transition écologique. Laurence Poiridiès, on parle de mix énergétique. Sur le gaz, qu'est-ce qu'on peut... Enfin, on a ce réseau au niveau des bâtiments et des bailleurs sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer de ce côté-là? Parce qu'on imagine moins facilement la production au niveau d'un bâtiment, mais comment ça peut se passer? Comment on peut aller dans ce mix énergétique en préservant le réseau qu'on a? Effectivement, sur les gaz verts, c'est avant tout une question qui se passe au niveau territorial et moins au niveau du bâtiment. Donc il ne faut pas rester, je dirais, focalisé sur le bâtiment seul parce que là, on serait totalement désoptimisé. Et il faut regarder comment le bâtiment s'imbrique finalement dans le schéma territorial et comment il apporte, il contribue dans le territoire dans lequel il est. C'est donc l'échelle territoire qui est clairement la plus pertinente parce que c'est là où on trouve les interconnexions. Ça me permet de rebondir sur ce qui a été dit dans la table ronde, pas pour polémiquer, mais cette transition énergétique, elle est complexe. Elle est complexe, elle sera longue, elle sera coûteuse.
Et quelque part, je crois qu'on la regarde aujourd'hui avec les yeux de 2023, alors que les technologies de 2050 ne sont pas celles d'aujourd'hui, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le connaissait pas en 90 ou en 95. Donc il faut garder de la capacité d'innover, il faut garder de la capacité à rester agile, et surtout dans la transition, il y a 3 choses en fait qu'il faut faire en même temps, et ces 3 choses-là, c'est les plus compliquées à réaliser. Il faut se décarboner, c'est ce qu'on vient de se dire, ça c'est vrai. Il faut évidemment aussi à garder de la résilience au système, et oui, parce qu'évidemment, on veut faire rentrer dans les réseaux ou consommer localement quand les énergies sont produites, mais aussi on veut que ça marche à toute heure du jour et de la nuit. Et ça marche quand on a une capacité de résilience du système. Et je suis un peu désolée de faire la gazière de service au milieu du réseau de chaleur, mais c'est pas grave, après tout, c'est mon job. Mais clairement, la pointe gaz en hiver, c'est 130 gigawatts. Et la pointe Elex, c'est 95. Et on lui passera le micro, pourra nous dire quelle est la part de la chaleur. Donc si on veut avoir un système qui reste résilient, et rester résilient, c'est extrêmement important. C'est très important parce que sans résilience, évidemment, bien sûr, on va au-devant de moments très compliqués à vivre pour l'ensemble du pays. Et c'est très important aussi, je pense que l'année dernière a été assez marquée par ça, et vous le savez, dans la salle particulièrement, quand il n'y a pas de résilience et quand on a des problèmes d'approvisionnement, eh bien, qu'est-ce qui se passe mal? Les prix. Les prix montent, et les prix montent très fortement. Donc ça veut dire que garder un système et une transition qui se fait progressivement avec les 3 sujets, donc soutenable, abordable, on décarbone et on garde de la résilience, c'est vraiment très complexe. C'est pour ça sans doute que les tables rondes montrent qu'il n'y a pas une seule solution, mais beaucoup de solutions, et qu'à la production locale d'énergie, qui peut se faire à la maille bâtiment, à la maille territoriale, et qui est facilitée par les réseaux, les infrastructures qui sont existantes, qui apportent de la résilience, qui apportent également des capacités à stocker, eh bien, il faut savoir mixer ça. Donc peut-être que la proposition de revoir une capacité de service local de l'énergie, justement pour faire le point de tout ça. Mais le point de tout ça, c'est pas se dire qu'on doit, sur le même territoire, produire toute l'énergie qu'on consomme, parce qu'il y a une capacité de solidarité. Sinon, on aurait bien des difficultés en ville, et on en aurait aussi par ailleurs en campagne. Donc ça veut dire qu'on est là aussi, acteurs des réseaux, pour aider à cette solidarité et pour permettre une transition de plus efficace. Alors si on revient au chemin qu'on a à mener et comment on travaille avec l'Union sociale HLM, eh bien nous, on a l'habitude de travailler avec des appels à projets. Alors la valeur des appels à projets, c'est ce qui permet justement d'innover, d'expérimenter, de faire des retours d'expérience, et quand ils sont faits, d'en tirer le meilleur et de passer à l'échelle. L'année dernière, on a lancé un appel à projet dans lequel un certain nombre d'ailleurs d'offices HLM ont répondu, et on a eu un certain nombre de lauréats, et ça concernait l'hybridation des systèmes dans le chauffage collectif. Et cette année, on est en train de se préparer à lancer un appel à projet avec le soutien de l'USH sur la valorisation des gaz verts dans les territoires pour le logement, et le logement social en particulier. Et cet appel à projet, on le lancera en novembre. Et évidemment, on compte sur vous, mesdames, messieurs, dans les offices HLM, tout le monde de l'USH, pour y travailler, parce que là aussi, il y a forcément... je dirais, des connexions à faire sur les territoires, entre les mondes agricoles, les mondes du déchet, les mondes de l'eau, l'industrie, bien sûr, le logement social, les collectivités locales, qui évidemment sont celles qui regroupent tout le monde. Bon, alors on n'avait pas assez d'acteurs comme ça, et vous nous en rajoutez. Mais forcément, c'est comme ça qu'on pourra avancer sur ces problématiques. Il y a une question que j'aimerais poser à vous, Tristan Riom, sur la mutualisation de l'achat d'énergie. Est-ce que ça peut se développer entre bailleurs et collectivités? Et Rennes, je vous demanderai aussi, pour obtenir des meilleurs prix. Est-ce que ça c'est une question très concrète et qui concerne la facture, donc en général, on est très vigilant là-dessus. Est-ce qu'on peut travailler sur des achats groupés? Alors oui, tout à fait, on peut travailler sur des achats groupés. L'objectif d'obtenir des meilleurs prix est un petit peu court en objectif politique quand même. Le but, c'est de participer au développement de filières locales d'énergie renouvelable. Donc c'est bien ça l'objectif. Et in fine, ça nous permet d'avoir des meilleurs prix. Forcément, mais... Non, mais ça nous permet aussi
aussi d'avoir des meilleurs prix, en tout cas des prix plus stables, c'est-à-dire que des fois, avec le coût de l'électricité qui fait une sinusoïdale, des fois il est en dessous, des fois il est au-dessus, bref, mais en tout cas des prix plus stables qui nous permettent d'avoir une vision long terme. Mais oui, clairement, nous en tout cas, on essaie d'élargir un peu notre regroupement d'achat, ça demande beaucoup d'ingénierie, beaucoup de temps, c'est pas facile, et encore une fois, le travail sur l'autoconsommation collective, où du coup on a quand même des outils mutualisés PMO, comme ça j'aurais dit le mot, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, oui, clairement c'est un outil très intéressant. Irène, pareil, vous imaginez des achats groupés, vous êtes Oui, déjà lancé dans des pratiques de ce ça type? fonctionne très bien. Donc continuons à avancer collectivement là-dessus, pas de souci. Ce que je voudrais juste rajouter, c'est qu'on a parlé, on a un petit peu opposé le local, le national, le rural et l'urbain. Je pense que les bailleurs, ils ont vraiment cette problématique de tenir la temporalité aussi. Il faut qu'ils tiennent le temps présent avec des situations qui peuvent être des situations de crise, avec des locataires qui se retrouvent à faire face à un certain nombre de difficultés. Et on doit tenir ce temps long à 2050. Donc on n'est pas forcément dans un grand écart, mais il faut vraiment que vous ayez tous en tête qu'on est dans cette difficulté-là aussi. C'est la problématique des collectivités. Et l'État, pour nous, c'est aussi ce partenaire qui doit sécuriser l'approvisionnement pour éviter qu'on se retrouve comme l'hiver dernier avec un risque de coupure d'électricité qui nous avait été annoncé et d'accompagner cette visibilité, cette stabilité, donner le cap à suivre. Et je pense que les collectivités sont suffisamment en connaissance de leur richesse locale pour aller chercher l'énergie qui est renouvelable sur leur territoire. Nouvelle-Aquitaine, on est sur de la géothermie. La collectivité de Bordeaux Métropole développe vraiment avec le BRGM cette énergie-là. Et les bailleurs sociaux s'inscrivent dans des puits de densité de consommation important parce que tirer un réseau de chaleur, ça coûte cher. Et si on n'a pas des bâtiments qui sont déjà là pour justement accompagner le modèle économique et technique de ce déploiement, c'est compliqué. Donc le rôle des bailleurs, c'est aussi de permettre à la collectivité de développer des réseaux de chaleur qui ont un modèle économique assimilable pour les locataires et les raccordés et les abonnés. Je vais revenir justement vers les locataires et Michel Fréchet, mais il y a une question sur le stockage de l'électricité. Est-ce que ce n'est pas l'enjeu central? Peut-être Emmanuel Vargon, parce qu'on sait bien que c'est compliqué. Est-ce que c'est une des solutions, une des pistes justement pour avancer? Quand on regarde nos besoins à 2050, plus on aura d'électricité qui est produite par des énergies renouvelables, type solaire ou éolien, plus il faudra coupler ça à du stockage. Tant qu'on garde une part du nucléaire dans le mix énergétique, on sait qu'on a une partie qui est plus pilotable, en tout cas qui est produite indépendamment de la météo, mais par définition, le solaire et l'éolien, ça dépend de la météo. Donc il faut absolument qu'on développe les outils de stockage. On en a déjà certains, par exemple les batteries, mais ce n'est pas complètement encore suffisant, et par ailleurs, c'est très consommateur de métaux rares. On a le stockage hydraulique. Je n'ai pas parlé d'hydroélectricité, mais c'est un élément très important de notre offre électrique. Et on sait, avec des systèmes qui s'appellent les STEP, pas les STEP au sens station d'épuration, mais les STEP au sens station de transport et de pompage d'électricité, on sait stocker de l'eau en haut et utiliser cette eau pour produire de l'électricité quand on en a besoin. Et puis, il y a la question du stockage dans les batteries des voitures électriques. À moyen terme, on peut imaginer dans des systèmes qu'on appelle en anglais « vehicle to grid », les véhicules jusqu'au réseau, que les véhicules puissent être des lieux de stockage, pas seulement des lieux de consommation, mais des lieux de stockage qui peuvent aider à la résilience du système électrique. C'est pour ça qu'on n'oppose pas la production et la sobriété. Il faut consommer moins. Ce qu'on consomme, il faut le consommer de préférence quand c'est possible, au meilleur moment pour le système, à la fois au moment où ça coûte le moins cher et au moment où le système n'est pas sous tension. Et le stockage peut nous aider justement à ne pas surdimensionner notre système électrique. Ça fait beaucoup de choses à intégrer et je me tourne vers vous, Michel Fréchet, pour savoir si le locataire, justement, qui est obnubilé sur sa consommation, sur ses factures et sur ses conditions, justement, de vie dans son logement, est-ce qu'il s'y retrouve avec tous ces enjeux et est-ce qu'il appréhende ça facilement? Parce qu'on n'a pas le même point de vue, évidemment, d'où on se place, soit en tant que locataire, en tant que bailleur, en tant que collectivité, en tant qu'acteur de l'énergie directement producteur.
Oui, enfin, le locataire, mais j'ajouterais comme le copropriétaire, comme Oui, le propriétaire, copropriété aussi. enfin, ou comme Oui. le copropriétaire, etc. L'usager, en Il fait. Enfin, reçoit final, dans le l'habitant. bâtiment une seule source d'énergie. Il n'a pas à essayer de comprendre entre différentes sources. Oui, Il en mais est-ce reçoit qu'il qu'une seule. comprend les enjeux? Parce qu'on peut, on peut se dire, je suis un peu impatient de voir ma facture baisser, je suis un peu impatient de plus voir des pics qui m'obligent à consommer à certaines heures. Est-ce qu'il appréhende tout ça avec patience? Écoutez, moi, dans ce que je vois et dans ce qui me remonte dans les réunions que je peux avoir, c'est que les locataires ne se posent pas ce genre de questions. Bon. D'abord, c'est pareil, laver son linge la nuit, ça entraîne des conséquences, Bien sûr. notamment pour les voisins. Ben oui, c'est Et ça, de nuisance quelquefois, sonore. moi, j'entends des voisins qui disent bah, écoutez, moi, le voisin du dessus, il m'empêche de dormir parce qu'à partir de minuit, sa machine à laver se déclenche. Donc, il faut vraiment penser globalement à toutes ces problématiques. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut, mais complètement associer, et par la loi. S'il n'y a pas une loi, il ne se passera rien. Et ça, je parle d'expérience. Il faut associer par la loi les locataires du départ de la conception d'un projet jusqu'à sa livraison, lorsque c'est un bâtiment neuf par exemple, jusqu'à sa livraison aux personnes qui l'habiteront. S'il n'y a pas une modification de la loi obligeant les bailleurs et les autres concepteurs, hein, que ce soit les bailleurs, les architectes, les constructeurs, etc., on pourrait dire beaucoup de choses sur la manière, par exemple au moment des rénovations, dont se passent les rénovations, dans les rapports entre les personnes qui travaillent à la rénovation et les locataires. Quelquefois, ce sont des conflits qui sont à la limite de la bagarre physique. Donc, il y a tous ces éléments à penser. Et la meilleure façon d'éviter tout cela, c'est vraiment d'associer en permanence les usagers. Mais il faut que ces usagers aient un droit, comment dire, de décision, participent à la décision. Et si, par exemple, ils ne sont pas d'accord très majoritairement avec une décision qui a été prise lors d'un projet, eh bien, ce projet-là, enfin cette partie du projet, ne pourra pas se faire. Il faut vraiment être très ferme là-dessus, sinon il ne se passera rien du côté des locataires. Et tous les discours qu'on entend sur il faut les associer, il faut ceci, il faut cela, c'est du bidon si ça n'est pas la loi qui l'oblige. D'accord. Irène Sabaro, peut-être un commentaire là-dessus. On arrive en bout de la table ronde, mais c'est important aussi de prendre en compte justement les habitants. J'imagine que c'est des choses... Moi, je ne peux qu'abonder dans les propos de monsieur, puisque chez Aquitanis, la compétence habitante fait vraiment partie de nos piliers, de nos fondamentaux RSE. Après, l'implication du locataire, elle va, à mon avis, bien au-delà de la livraison de la résidence. Elle va dans la vie et dans l'animation de cette résidence pour que justement, ce qui a été calculé, conçu et travaillé en amont puisse trouver une réalité dans le quotidien. Et le locataire est bien évidemment au cœur de cette animation de la sobriété énergétique. Je pense qu'il faut nous faire confiance, bailleurs, locataires, et chacun a à son niveau sa partition. Et l'idée, c'est de jouer ensemble une partition de manière à ce que 2050 puisse être envisagé de manière sereine. Ça ne me paraît pas, de ce que je vois au niveau des retours des bailleurs sociaux au sein du bâtiment, comme étant d'une complexité encore loin, mais globalement, on est déjà dans une projection qui, dès à présent, anticipe toutes les évolutions technologiques qui pourraient être mises en place dans les années à venir. Donc, je pense que les bailleurs ont plutôt... nous avons plutôt à être confiants dans l'avenir et réussir ce cap 2050. D'accord. Un petit mot, vous vouliez, oui, Nicolas Garnier ? sur le participatif, vous dire que les réseaux de chaleur aussi commencent à faire leur mutation pour associer les abonnés et les usagers. On commence à avoir des réseaux de chaleur à financement participatif. Les premières années, c'était sur du solaire thermique, ou du solaire photovoltaïque ou de l'éolien. Et là, on voit des réseaux de chaleur dans lesquels une part du financement est assurée par des usagers et des abonnés, ce qui fait qu'ensuite, c'est leur réseau. Ce n'est pas le réseau qui les alimente, c'est leur réseau. Et c'est très intéressant en termes de dynamique territoriale d'avoir des usagers, des abonnés, qui sont de niveaux différents, s'approprier leur réseau de chaleur. On en est à un petit mot de conclusion. Laurence, Tristan, puis Emmanuel. Laurence Poiré-Dias. Oui, redire à l'ensemble des bailleurs que finalement, c'est un rôle très important qu'ils ont la capacité de jouer.
parce que le monde de l'énergie a changé, change et va encore changer. Vous êtes à la fois des acteurs clés de la politique énergétique, en capacité d'être producteurs, d'être consommateurs, d'avoir un rôle très important d'acceptabilité collective, sociale, et un vrai terrain d'expérimentation. On le sait, le parc social est très en avance et l'expérimentation, l'innovation est là. Et je crois qu'ensemble, on a vraiment des capacités à trouver en local les meilleures solutions et ensuite à les passer à l'échelle quand c'est possible. Merci en tout cas. Tristan Riom, un petit mot de conclusion. Oui, en conclusion, je voulais dire deux choses. D'abord, je ne sais pas si j'ai mal compris Mme Vargon ou si je ne suis pas d'accord avec vous, mais il ne faut pas renvoyer dos à dos les rénovations à l'acte et rénovations globales. Il y a des gens dans cette salle qui gèrent du gros patrimoine. Il faut absolument qu'on aille vers une rénovation globale de qualité. Si quelqu'un a une chaudière qui tombe en rade, évidemment, on ne va pas l'enlacer sur un chantier de 5 ans, mais vraiment, c'est l'urgence du moment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tuer le gisement de rénovation avec du saupoudrage. Et vu qu'on doit accélérer sur la rénovation thermique, se mettre à courir en faisant des petits pas, on va juste se casser la gueule. Donc vraiment, il faut un regard stratégique et organisé sur le patrimoine, mais je sais que la plupart le font. Et je vais revenir sur mon propos initial qui est la maîtrise. Il y a une maîtrise citoyenne, ça a été cité. Je vous invite à aller au stand de Nantes Métropole, comme ça je fais ma pub. On a la maison de l'habitant qui explique très bien comment on accompagne les citoyens pour lire une facture énergétique, la comprendre et finalement reprendre du pouvoir d'agir. Mais il y a aussi une maîtrise institutionnelle, et c'est d'ailleurs le propos que j'ai pu voir ici à l'USH qui est très intéressant, c'est les acteurs du logement social finalement revendiquent un rôle et une position particulière dans la transition énergétique. Donc du côté métropole, en tant qu'acteur au niveau d'une métropole, j'accueille très favorablement ça, parce que nous aussi on revendique ce rôle avec une posture différente. Donc il faut qu'on avance ensemble pour en fait faire transition sur le territoire, c'est comme ça qu'on y arrivera. Merci beaucoup. Juste Irène, vous vouliez rajouter un petit Je voudrais juste rebondir sur vos propos, Tristan, sur la rénovation globale ou la réhabilitation globale. Je suis convaincue aussi que c'est vraiment la vision qu'il faut qu'on se donne. Et je pense que l'expérimentation du bâtiment seconde vie qui a eu lieu sur l'année 2023 nous donne des perspectives sur à la fois le financement et sur la capacité à attraper globalement la problématique de la transition énergétique. Un petit mot de conclusion, Emmanuelle Vargon. Un petit peu d'optimisme, on peut y arriver, quoi. Sur la rénovation d'abord. D'abord, le parc social, le parc locatif social est en avance sur la rénovation. Et donc il faut le dire. Ça, il faut le signaler. Il y a moins de logements F et G dans le parc social que dans le parc privé. Et les objectifs que le parc social s'est donnés avec le ministère successivement, ils sont atteignables. Ils ne sont pas faciles, mais ils sont atteignables. Et évidemment, pour un gestionnaire d'un ou plusieurs bâtiments, je rejoins ce qui a été dit, il faut de la rénovation globale. C'est-à-dire quand on fait un chantier de rénovation d'un bâtiment logement social, ce sont des chantiers lourds, ce sont des chantiers dans lesquels il faut tout faire, il faut le faire le mieux possible pour arriver jusqu'à une bonne performance énergétique. Et c'est vraiment possible. Il y a des questions de financement qui sont en cours de discussion, donc qui ne me concernent plus dans mes fonctions actuelles de présidente de la commission de régulation de l'énergie. Mais je sais que c'est possible et que les objectifs de ne plus avoir de G et de F dans le parc social en 2025 et en 2028, ils sont vraiment atteignables. Et d'ailleurs, il y a des exemples, il y a tout type de bâti dans le parc social. Il y a des grands immeubles, il y a des immeubles de taille moyenne, il y a des maisons, je pense par exemple au bassin minier, dans lequel sont des maisons ouvrières, et on a des solutions pour tous ces types de bâtis qui peuvent servir après d'exemple à d'autres. Et après, il y a un boulevard sur la production, sur les panneaux solaires, le photovoltaïque, ou la participation à des réseaux de chaleur, par exemple. Le parc social peut être très moteur pour être l'un des acteurs de la production d'énergie décarbonée. Et donc, c'est moins généralisé que la rénovation, mais c'est en fait la suite logique. Et donc, là aussi, il y a matière à avancer. Merci beaucoup, en tout cas, merci pour toutes ces informations. On voit qu'il y a des avis différents, on voit qu'il y a des choix différents, il y a des hypothèses, il y a des trajectoires à faire, mais on garde cette touche d'optimisme, en tout cas d'optimisme sur les bailleurs sociaux qui sont en avance, et ça, il faut le signaler, et peut-être s'en féliciter. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, parce que c'est très compliqué, et ça nous a permis d'y voir un petit peu plus clair.